Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Patrick Martin, le président délégué du MEDEF. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous en direct sur Boursorama. Vous êtes candidat à la présidence du patronat pour un mandat de 5 ans. Élection prévue le 6 juillet prochain. Juste avant, je voudrais réagir à cette sortie du président actuel, je crois, Roux de Bézieux, qui dit on s'approche de la récession. Il nous met en garde. En même temps, est-ce que vraiment le ralentissement de l'économie, il est vraiment si fort que ça? L'INSEE nous parle d'une croissance de plus 0,1% attendue au deuxième trimestre, après 0,2%, pardon, je donne les chiffres, au premier. Est-ce que la situation est plus grave sur le terrain? On est vraiment sur le fil du rasoir. Moi, je le vis à double titre, en tant que président délégué du MEDEF, avec toutes les remontées de nos fédérations, de nos territoires, qui vont dans ce sens. Et puis, je le vis également en tant qu'entrepreneur, dans un métier qui me met au contact de tous les secteurs d'activité. Il y a vraiment un ralentissement. Il faut s'en inquiéter. Bon, tiens, juste avant, on parlait, je ne sais pas si vous avez écouté des taux des crédits immobiliers avec l'invité juste avant, qui montent en flèche. Est-ce que vous êtes inquiet pour le marché immobilier, pour le logement? Après les annonces, on a eu des annonces à la fois du gouvernement sur son plan logement, mais aussi du HCSF, le Haut Comité de stabilité financière, sur les taux de crédit immobilier. Et tous deux, pour beaucoup de professionnels, ont un peu accouché d'une souris. Oui, je partage complètement l'analyse. On a été extrêmement déçus. Je rappelle que ça intéresse bien sûr la filière construction, qui est importante, hein, 8% du PIB, 10% de l'emploi, mais ça intéresse tout le pays, parce que la difficulté d'accès au logement est un problème de pouvoir d'achat, un problème de mobilité sociale, et donc on est surpris. On est surpris que les pouvoirs publics n'accordent pas plus d'importance à ce sujet. Les annonces qui ont été faites sont très en deçà de notre point de vue des enjeux. Je me permets d'ajouter un point, parce qu'il a été, c'était passionnant d'ailleurs, il a été fait état des difficultés pour les acquéreurs occupants, mais il y a également une difficulté pour les investisseurs, parce qu'eux-mêmes se financent dorénavant à des coûts très élevés. Les taxes foncières ont augmenté de manière absolument incroyable dans bon nombre de communes. Et puis pour ceux, on ne va pas les plaindre, mais pour ceux qui par ailleurs sont soumis à l'impôt sur la fortune immobilière, il y a dorénavant des investissements locatifs à rendement négatif. Ouais. C'est un peu inquiétant. Et problématique. On avait Dominique Carlac, qui est également candidat à la présidence du MEDEF, qui était à votre place lundi dernier, qui suggère la création d'un prêt garanti par l'État pour aider les ménages à emprunter et sauver le secteur de l'immobilier. Pour ou contre? Contre, parce qu'il y a déjà une position de principe. Le pays est déjà suffisamment étatisé. La bonne réponse, elle n'est pas là. La bonne réponse, elle est dans la relance de l'offre immobilière. Et ça passe par la correction d'un certain nombre de dispositifs ou la sagesse sur d'autres dispositifs. Je viens d'évoquer la taxe foncière, mais on a également les effets pervers du zéro artificialisation nette, de la suppression de la taxe d'habitation qui a désintéressé les élus locaux de la construction de logements. Donc on identifie un certain nombre de points. Et puis il y a des mesures techniques qui nous paraissent pertinentes, qui n'ont pas été retenues. Je pense en particulier au statut de bailleur privé qui permettrait d'amortir dans la durée l'investissement immobilier. Bon, et la réduction des charges sociales sur certains salaires, notamment les hauts salaires, mesure défendue aussi d'ailleurs par Dominique Carlac. Ça fait plus de pouvoir d'achat pour les salariés, ça permet d'emprunter peut-être aussi plus facilement pour un crédit immobilier. Est-ce que vous aussi, vous souhaitez un allègement des cotisations sur les salaires? Je ne vais pas me prévaloir de la primeur de cette proposition, mais elle figure en toutes lettres de longue date dans mon programme. Il y a une autre dimension qu'il faut prendre en compte. Bien sûr, ça peut générer un pouvoir d'achat supplémentaire pour les salariés concernés, mais l'idéal serait d'avoir une solution gagnant-gagnant, c'est-à-dire également baisser le coût de ces salaires moyens et supérieurs pour les entreprises, parce que c'est sur ce segment de salaire que la compétitivité française est la plus faible, notamment par rapport à l'Allemagne. Il se trouve que si on reste sur cette tendance liée à la politique de l'offre de dégagement d'excédents, singulièrement sur l'UNEDIC, on aura peut-être, dès les prochaines années, du grain à moudre, sans déséquilibrer l'UNEDIC évidemment. Donc vous voulez en gros que les excédents à venir... Il faut déjà commencer par rembourser la dette, parce qu'elle est importante. Elle est en bonne part. Et puis aussi pour partie servir à financer des baisses de cotisations. Ouais. Sur les, oui, parce que le biais dans le raisonnement que vous venez de rappeler, c'est que les salariés ne payent plus de cotisations assurance chômage. Donc c'est les entreprises qui le font. Elles pourraient redistribuer sous forme de salaire brut à ce moment-là une partie du gain. Pas sûr que les syndicats y soient favorables. Il faudra les convaincre. Hein. Mais écoutez, moi, c'est une de mes propositions que de réunir, si je suis élu, bien sûr, de réunir très rapidement les organisations syndicales pour essayer de partager une vision stratégique sur croissance et climat et de voir comment on peut renforcer, en définitive, le pouvoir d'achat, l'emploi. Ça peut passer par ce type de mesures.
dans les mesures que vous défendez, baisse d'impôts de production, 20 milliards, c'est ça, je crois, oui. 20 milliards. Après, on a compris que pour Bercy, ça tombe bien parce qu'il y a les assises aujourd'hui sur les comptes publics, avec Bercy qui cherche des rentrées fiscales. Les baisses d'impôts supplémentaires, a priori, c'est niet. Comment vous ferez pour convaincre le gouvernement? Écoutez, dans ce qui a été annoncé, qui demanderait de confirmer, s'agissant d'économies budgétaires, on retombe toujours sur le même travers, c'est-à-dire on va aller renier un certain nombre de dispositifs, par exemple sur le gasoil non routier, c'est quelques centaines de millions d'euros, c'est très lourd pour les professions directement concernées, mais ça n'est pas à l'échelle. Et l'éléphant... Il ne faut pas supprimer. Pardon ? Sur le gazole non routier. Il faut l'étaler dans le temps, et en attendant qu'il y ait une offre technique de produits de substitution, d'engins de substitution électriques ou à hydrogène, qui à ce jour n'existent que très peu et sont très chers. Mais l'éléphant au milieu de la pièce que Bercy n'adresse pas, c'est le train de vie de l'État. Enfin, quand on voit qu'on continue à créer massivement des emplois publics, certains étant justifiés, mais on a des réserves de productivité énormes dans l'administration de l'administration, en quelque sorte. Et ce sujet n'est absolument pas identifié, alors que tout le monde sait que c'est là par dizaines de milliards d'euros. C'est l'angle mort de la politique économique. Il faut du courage, il faut du courage. Alors, je ne parle pas des policiers, je ne parle pas des infirmiers, mais l'administration du système de santé, par exemple, est ruineuse. Et le management de l'État, ça se voit d'ailleurs dans le taux d'absentéisme dans la fonction publique, n'est probablement pas exemplaire, si vous me permettez cette litote. Ouais. Comment est-ce qu'on retisse, on parlait des syndicats, Patrick Martin, comment est-ce qu'on retisse les liens avec les syndicats après l'épisode de la réforme des retraites qui va laisser des traces et des stigmates, qui plus est avec des nouveaux interlocuteurs, interlocutrices à la tête de la CGT et de la CFDT? Mais je ne crois pas qu'il y ait lieu de retisser les liens, il faut évidemment les renforcer. Enfin, je rappelle simplement qu'en pleine turbulence sur la réforme des retraites, on a signé l'accord essentiel sur le partage de la valeur, et depuis lors, un accord sur accident du travail, maladie professionnelle, qui était l'occasion pour tous les partenaires sociaux de rappeler qu'ils souhaitent être autonomes parce qu'ils sont responsables. Donc on ne part pas d'une feuille blanche. Bon. Après, il y a aussi le budget 2024, on n'y est pas encore, mais c'est vrai que dans la majorité présidentielle, même dans la majorité présidentielle, certains beaucoup estiment que le maquis, il y a une espèce de maquis des aides aux entreprises qui mériterait d'être, on va dire débroussaillé pour garder le même champ lexical. Qu'est-ce que vous leur répondez? Oui, probablement, mais il ne faut pas que ce soit un jeu à somme nulle. L'enjeu principal, c'est quoi? C'est que même avec des aides ou supposées aides, les entreprises françaises sont, au sein de l'OCDE, celles qui, après les Danoises, payent le plus d'impôts et charges. Donc il ne faut pas se tromper de débat. L'enjeu principal, et c'est en ça que je pense qu'on peut aller chercher 20 milliards d'euros de baisse d'impôts de production qui ne nous mettrait que dans la moyenne européenne. Mais il faut comment on les finance alors? Il faut que l'État s'attaque à ses dépenses courantes. Certainement pas à ses dépenses d'investissement, enfin l'État et les collectivités publiques d'une manière générale. Mais c'est presque évident, il y a des montagnes de rapports, des piles de rapports, des pyramides de rapports qui expliquent, notamment à travers des comparaisons avec des pays comparables, que c'est là que le bas blesse. Et pourtant, ce n'est pas dans le débat. Et c'est une question justement, est-ce que le MEDEF pèse suffisamment dans le débat d'idées, débat public? Est-ce que, si vous êtes élu, ce sera une priorité? C'est non seulement une priorité, mais ça aussi, ça figure en toutes lettres dans mon programme. Moi, je veux un MEDEF ambitieux pour la France. Et il est prévu, et ça sera fait si je suis élu, que séance tenante, j'installe une vice-présidence prospective et idée. Denis Kessler, qui avait beaucoup contribué au débat d'idées, à l'aura, je dirais, du MEDEF, qu'il avait lui-même créé avec l'excellent Ernest-Antoine Selière, alimentait lui-même le débat public. On ne peut pas laisser le champ libre à certaines thèses que l'on se doit intellectuellement de respecter, mais qui nous entraînent vers le déclin. Donc le MEDEF a toute légitimité, 190 000 entreprises, 9,5 millions de salariés, et il est attendu par ailleurs, dans ces grands débats, quelles seront les conséquences de l'intelligence artificielle, de la démographie, qui ne pourra qu'accroître les tensions de recrutement. Donc c'est bien mon intention d'être beaucoup plus présent dans le débat public. On a été constamment percuté par des événements lourds pendant le quinquennat qui s'achève, quinquennat MEDEF. On sait qu'on aura de nouvelles situations critiques et urgentes à gérer, mais il nous faut lever le nez le guidon, nos adhérents nous le demandent. Bon, est-ce que c'est vrai qu'on peut s'interroger sur les différences, les nuances idéologiques qu'il y a entre deux candidats à la présidence du MEDEF, entre vous et Dominique Carlac? Elles sont, ces différences, on l'admet sur le fond, infinitésimales. Qu'est-ce qui vous distingue vraiment? D'abord, c'est tout à son honneur, Dominique Carlac a réuni 3 candidats dont les thèses sont assez contradictoires. Moi j'ai une ligne, je l'assume, apparemment elle convient à un certain nombre d'électeurs qui m'ont déjà manifesté leur soutien. Je pense qu'il faut de la cohérence en toute chose. Typiquement, est-ce qu'il faut
inonder le MEDEF de micro-entrepreneurs, dont certains sont de vrais entrepreneurs, d'autres pas du tout. On a des règles démocratiques, on donnerait les clés du MEDEF à des micro-entrepreneurs. Je pense qu'il ne faut pas le faire. Un autre de ses alliés dit qu'il faut renoncer au paritarisme de gestion. Ça serait une hérésie, ça serait la mort du MEDEF et de toutes les fédérations, soit dit en passant. Donc voilà, il faut déjà que les lignes soient claires entre nous. Et puis ensuite, on a des profils différents. Moi, j'ai beaucoup de respect pour Dominique Carlac, nonobstant tout ce que je viens de dire sur ses alliés. Mais je pense que j'incarne un autre type d'entrepreneuriat, plus ancré, plus dans les réalités. Je cite un exemple. Moi, quand je parle des syndicats, je sais ce que c'est que d'avoir un délégué CGT ou FO ou CFDT, peu importe, en face de soi, quand malheureusement on a amené un PSE. Je sais ce que c'est que l'emploi des seniors. Je sais ce que c'est que la fracture territoriale, puisque mon entreprise est elle-même implantée sur 220 sites à travers la France et travaille avec l'industrie comme avec... Et elle ne le sait pas? Non, c'est pas un jugement de valeur, mais son métier fait qu'elle est moins directement connectée à titre professionnel à ces réalités. Voilà, donc les électeurs apprécieront. Moi, j'ai le plus grand respect pour les électeurs. Dans le secret des urnes, ils feront ce qu'ils voudront bien faire. Enfin, il y a déjà un certain nombre d'entre eux qui se sont déclarés. Justement, vous venez d'engranger de nouveaux soutiens de fédérations. Syntec, Fédération de l'intérim, la puissante UIMM, la Fédération des bâtiments et des travaux publics. Pardon, on a aujourd'hui France-Grèce au Stade de France, donc je vais filer la métaphore footballistique. L'élection, le match, il est plié ou pas là? Non, non, non. D'ailleurs, en y prenant un grand intérêt, moi je fais campagne jusqu'au 6 juillet. Je pense que c'est la considération minimale qu'on doit marquer envers nos électeurs. Il peut se produire des événements, je ne vois pas très bien lesquels à vrai dire, hein. Mais moi pèse sur mes épaules la confiance qui effectivement m'a déjà été manifestée par beaucoup de fédérations, mais également Quel par pourcentage de MEDEF territoriaux et de fédérations ont déjà appelé voter pour vous? À l'instant T, je ne sais pas le dire, parce qu'il y en a de nouveaux qui sont tombés ce matin. En gros. Mais c'est beaucoup, voilà. Ce qui fait de vous le grand favori de cette élection, vous l'assumez? Ce qui n'est pas la position forcément la plus favorable, mais ça m'impose d'abord de respecter ma concurrente, et ça m'impose d'être parfaitement conscient que si je suis élu, je serai très attendu. Donc il faut que je sois prêt à assumer cette fonction dans des conditions qui ne seront pas faciles. Parce qu'il y aura un besoin de réduire les déficits publics, notamment. Et donc des efforts pourront potentiellement être demandés aux entreprises. Parce que la conjoncture ralentit, parce que surtout, il va falloir, et le MEDEF y aura un rôle majeur si je suis élu, il va falloir gérer un certain nombre de contradictions qui fracturent notre pays. Veut-on réindustrialiser? Veut-on des logements? Veut-on véritablement décarboner? Est-ce qu'il faut, pour financer tout ça, de la croissance ou de la décroissance? À un moment donné, il faut mettre ses actes en accord avec ses idées. Moi, j'ai cette habitude d'être assez franc du collier et de dire les choses. Sur les fédérations de l'assurance et de la banque notamment, on sait pour qui ou pas encore? Non, on ne le sait pas encore. On ne le sait pas encore. Moi, évidemment, j'ai des contacts avec les banquiers comme les assureurs. Dominique Carlac, probablement aussi. Je pense qu'ils prendront leurs décisions. Est-ce qu'ils auront un vote unique pour chaque fédération, ou est-ce que la liberté de vote sera laissée à chaque membre de chaque fédération? Je n'en sais rien. Ce sont des gens particulièrement avertis. Ils feront le bon choix. Bon. Comment d'ailleurs on s'assure que les électeurs des fédérations, même des MEDEF territoriaux, votent dans le même sens que les consignes données par leur direction? C'est un argument qu'on entend un peu dans le camp d'en face, là. Hein. Oui, qui n'est pas très, très respectueux pour les instances de ces organisations qui ont elles-mêmes organisé en interne, au cas par cas, des auditions et de toute façon des votes. Donc il y a une démocratie interne à chacune de ces organisations. Je pense que c'est pas respectueux tout simplement de ces organisations que d'insinuer ça. C'est comme si le jour venu, l'élection au MEDEF étant passée, on disait non, mais en fait ce vote n'est pas représentatif. Comment vous abordez cette dernière ligne droite? C'est la dernière ligne droite aujourd'hui, avant l'élection du 6 juillet. Dans quel état d'esprit êtes-vous? Eh bien, d'un côté, je suis porté effectivement par tous ces soutiens qui se manifestent et d'autres à nouveau qui devraient se manifester dès les prochains jours. Mais j'aborde cette échéance avec une certaine gravité. Bon, il y a 5 ans qu'en tant que numéro 2 du MEDEF, je pratique en quelque sorte la maison. Mais je sais qu'à nouveau, compte tenu des circonstances, et puis étant numéro 1 à ce moment-là, la charge sera lourde. Il va falloir être très déterminé, très robuste et surtout très collectif. Bon, il y a ce débat télévisé sur BFM qui est prévu le 26 juin. Qu'est-ce que vous attendez de ce débat? Moi, j'attends une ultime clarification. J'attends, et j'espère en tout cas qu'il sera respectueux. En tout cas, moi,
minute après minute, je m'emploie à respecter Dominique Carlac, parce que d'abord, j'ai de l'estime pour elle, et ensuite, je le redis, parce qu'on a besoin d'unité patronale. Et vous voulez être, si vous êtes élu, un président du MEDEF plus offensif. Ça veut dire quoi, plus offensif? Les circonstances l'imposent, hein. Mais d'ores et déjà, Geoffroy l'est plus. Hein. Vous faisiez état des déclarations qu'il a faites récemment. Moi, je suis optimiste par nature et je suis convaincu que la France peut s'en sortir et peut-être même brillamment. Mais enfin, il y a un principe de réalité qui fait que, notamment parce que le gouvernement s'imagine se racheter une conscience en donnant des gages aux organisations syndicales, ça peut être sur les ordonnances travail, ça peut être sur la conditionnalité d'un certain nombre d'aides, je pense au crédit d'impôt recherche, et il n'en est pas question pour nous. Donc il va falloir être évidemment très respectueux de tous nos interlocuteurs, les pouvoirs publics, les organisations syndicales, les commentateurs, mais il va falloir être probablement plus exigeant. En son temps, Pierre Gattaz avait parlé d'un MEDEF de combat. Oui. C'est une expression que vous pourriez reprendre? Non. Non, j'ai la plus grande amitié, le plus grand respect pour Pierre Gattaz, mais c'était encore d'autres circonstances. Ouais. Souvenons-nous, la première partie du quinquennat de François Hollande, oui. C'était du pilonnage des entreprises et des investisseurs. Ça n'est plus le cas. Et puis moi, je me garde des slogans. Il faut des punchlines, il faut dans les médias avoir quelques slogans comme ça. MEDEF de combat, je pense que ce n'est pas la bonne expression, parce que notre intérêt n'est pas le pugilat, notre intérêt n'est pas la polémique, notre intérêt, c'est la construction. Moi, je ne suis contre personne, je suis pour. Voilà, merci de passer nous voir. Patrick Martin, donc le président délégué du MEDEF. Donc, je rappelle ce débat sur BFM le 26 juin, élection prévue le 6 juillet prochain. Merci beaucoup, Patrick Martin. Merci. À bientôt. Au revoir. À bientôt.